Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Se retrouver seul avec enfant, ça arrive à beaucoup de monde et en général, outre le problème émotionnel, le plus grand problème rencontré par ces familles monoparentales est financier. Mon invitée est une entrepreneuse sociale et elle souhaite apporter une réponse à ce problème en proposant Commune, la première solution de co-living pour familles monoparentales. Elle s'est déjà fait connaître via son association Règles élémentaires, la première association française de lutte contre la précarité menstruelle. Outre son parcours scolaire très impressionnant et son expérience, Tara est une experte de la tech, parle 4 langues et a reçu foule de distinctions, notamment dans le classement des 30 de moins de 30 ans, mais aussi Vanity Fair ou Bill et Melinda Gates Foundation. Élevée par une maman célibataire, Tara témoigne des défis que les parents solo doivent relever pour poursuivre leur carrière et s'occuper de leurs enfants. Elle a pour objectif avec Commune de faire en sorte que tous les parents et les enfants aient les meilleures opportunités de développement. Avec elle, dans cet épisode, nous abordons son parcours, sa vision du monde qui l'entoure et notamment du féminisme et bien sûr le développement de Commune qui démarre. Allez, j'arrête de parler et laisse place à ma conversation avec la géniale Tara Euzet-Sarmini, cofondatrice et CEO de Commune. Tara, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis vraiment ravie de te recevoir. Sans plus tarder, je vais te demander de te présenter tout simplement, autant personnellement que professionnellement. Voilà, t'es pas obligé de nous dire, de nous raconter ta vie perso dans les détails, mais vas-y, je t'en prie, Tara. Bonjour Estelle, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à toi pour l'invitation. Je m'appelle Tara, j'ai 28 ans. Je suis née et j'ai grandi à Paris, mais j'ai eu la chance de pas mal bouger et d'avoir une famille aux quatre coins du monde. J'ai fait des études assez longues et variées, allant des sciences politiques en passant par la finance et l'énergie et l'environnement. J'ai toujours été très engagée dans ma vie. J'ai monté une asso étudiante quand j'avais 21 ans, qui est devenue une grosse asso qui s'appelle Règles élémentaires. Dont on va reparler après. Et aujourd'hui, du coup, je me suis lancée dans une nouvelle aventure qui s'appelle Commune et qui est le premier co-living à destination des familles monoparentales. Alors, je suis pas trop tournée vers le passé, mais je trouve que tu as un parcours quand même, justement, t'en as rapidement parlé, mais assez international. T'as fait beaucoup d'études. Est-ce que tu peux nous rappeler un tout petit peu quelques lignes de ton CV, juste pour qu'on te situe dans la sphère Ça marche. Du coup, j'ai fait tout mon collège et mon lycée en France. Ensuite, après le bac, je suis allée à Sciences Po à Paris. J'ai fait ma 3e année à l'étranger en Russie. Ensuite, j'ai pris une année de césure pour faire un master en finance à Cambridge. Et après ça, j'ai fait un double diplôme entre Sciences Po et Columbia, où je me suis spécialisée en énergie et environnement. Et j'ai été diplômée de mon dernier diplôme en date en 2017. Et c'est vrai que de par mes études, j'ai vécu en live le Brexit et les élections de Trump. Donc à l'issue de tout ça, je me suis dit qu'on était bien en France et que clairement j'avais envie de rentrer et que j'avais une légitimité d'action, d'innovation et la possibilité de changer les règles ici. Et donc voilà, je suis de retour à Paris depuis 2017. Et niveau professionnel, donc quelles ont été les premières étapes ? Qu'est-ce que tu as fait juste après tes études ? Alors, juste après mes études, j'ai eu la chance de prendre un peu de temps pour réfléchir. Donc, j'ai été diplômée à l'été et j'ai pris 6 mois pour réfléchir, où j'ai passé pas mal de temps aussi sur mon asso à l'époque, qui était 100% composé de bénévoles. Et finalement, j'ai décidé de me lancer dans la grande aventure de la tech. Et donc, j'ai rejoint Uber à une époque où je croyais encore que Uber allait mettre fin à la voiture individuelle
individuel et réellement révolutionner la mobilité. Et donc, j'ai rejoint l'équipe à Paris avec un périmètre France, Suisse, Autriche, et j'étais en opération. Et j'y suis restée jusqu'en 2019. Suite à ça, j'ai été chassée par un certain nombre de boîtes, dont une grosse boîte de co-living. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce secteur-là, à titre personnel. Et finalement, j'ai pas poursuivi l'opportunité qui se présentait parce que j'avais pas très envie de faire du co-living pour Yuppies Working in Tech, mais je me suis dit je le garde dans un coin de ma tête pour d'autres catégories de personnes. Pour d'autres catégories de personnes, exactement, isolées et plus dans le besoin. Et entre-temps, finalement, j'ai repris la direction de l'association que j'avais fondée, qui avait pas mal grossi et qui avait vraiment besoin de se structurer, de pérenniser son développement. Et du coup, en accord avec le board à l'époque, j'ai dit que j'étais OK pour m'engager de manière professionnelle et salariée pour 12 à 18 mois. Et en fait, je suis restée 17 mois, 17 mois au cours desquels j'ai fait grandir l'équipe. On est passé de 2 personnes à 13 personnes, où j'ai triplé le budget et levé à peu près 1 million d'euros. Et en parallèle de ça, on a réussi à faire passer un certain nombre de lois, notamment garantissant l'accès aux protections d'hygiène intime dans des lieux clés, donc dans les prisons, dans les universités, etc. Et donc, j'estimais que mon travail et ma mission étaient accomplis là-bas et qu'il était temps de passer à autre chose. J'ai pas fait les choses dans le bon sens. J'aurais dû te demander déjà de définir un peu la vision et la mission de Règles élémentaires, mais on n'en a pas parlé. Mais est-ce que tu peux nous le rappeler juste en quelques mots ? Avec grand plaisir. Donc, Règles élémentaires, c'est la première association française de lutte contre la précarité menstruelle et le tabou des règles. Donc, très concrètement, on a créé une plateforme de mobilisation citoyenne qui permet de collecter et de redistribuer des produits d'hygiène intime, donc des tampons, des serviettes, des cups, des culottes menstruelles. Et en parallèle, on développe beaucoup d'actions de sensibilisation et de plaidoyer, donc pour lever les tabous et garantir l'accès de ces protections au plus grand nombre. Donc les gens là en t'écoutant peuvent se dire attends, quel est le lien entre Uber et Règles élémentaires? Même si je comprends bien que tu as voulu quand même t'enrichir en allant travailler chez Uber, apprendre quand même au sein d'un monstre, parce que finalement c'est un monstre. Au sens où ça n'existait pas, enfin voilà, c'était la première plateforme, enfin tout le monde était, on le situe peut-être pas bien aujourd'hui quand on écoute et qu'on parle de Uber, on considère que c'est rentré dans la vie des gens, mais c'est vrai qu'à l'époque, bon, c'était quand même incroyable. Ouais, c'était avant qu'Uber rentre en bourse, hein, donc j'étais pas là au tout début, mais en 2017, c'était en effet encore très innovant, avec les libertés d'une boîte qui n'est pas cotée et des budgets assez limités et un mindset aussi très différent de ce qu'on pouvait voir dans d'autres boîtes et d'autres boîtes que j'avais pu expérimenter en stage ou voir chez mes amis. Et du coup, le lien, il est très simple. Donc, moi, a priori, j'avais pas envie de me lancer à titre professionnel dans l'associatif, parce que justement, je trouvais que l'associatif en France était très misérabiliste et que il y avait beaucoup d'écueils là-dedans, là où dans le secteur privé et encore plus dans le monde de la tech et dans des boîtes qui créent un secteur, définissent leurs propres règles, il y a plein de choses à apprendre. Et du coup, fin 2017, j'avais une offre chez Uber et à la Banque mondiale. Et en fait, je me suis dit, Uber, c'est once in a lifetime et ça va être très formateur, même si évidemment, il y a plein d'enjeux, et de positionnement avec lesquels j'étais déjà à l'époque pas forcément d'accord. J'ai écrit tout un article sur pourquoi j'avais rejoint Uber. Et aujourd'hui, si c'était à refaire, je le referais parce que ça a été une excellente école. Mais c'est très bien justement de faire des liens et d'expliquer pourquoi on y entre et pourquoi on en sort. Exactement. Et peut-être aussi un lien qui est rarement mis en avant, mais qui est très fort, c'est que chez Règles élémentaires, on a adopté une approche extrêmement start-up et je le disais en présentant l'association, mais c'est vrai qu'on est une plateforme de mobilisation citoyenne. On a vraiment mis en place une logique de marketplace, chose que j'aurais sans doute jamais faite si je n'avais pas eu mon expérience chez Uber. Non, mais c'est évident. Qu'est-ce que tu peux nous dire on va passer tout de suite à Commune.
si tu le veux bien, enfin, sauf si tu as d'autres choses à ajouter sur Règles élémentaires. Mais voilà, donc c'est en gros une solution de co-living 3.0, si on peut dire ça, pour les familles monoparentales. Est-ce que j'ai bien résumé les choses ou... Ouais, tout à fait. Bon, après, c'est pas facile de résumer une entreprise en 3 mots, mais voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, voilà, sur la mission de Commune? Pourquoi, peut-être avant ça, t'es venue cette idée? Donc même si j'ai compris que l'idée avait émergé déjà il y a bien longtemps, mais que tu voulais l'adapter à des situations ou à des populations qui en avaient le plus besoin. Voilà. Et puis après, voilà, nous parler un peu du modèle économique, tout ça, quoi. Avec grand plaisir. Donc, pour faire un petit peu machine arrière, donc moi j'ai découvert le co-living en 2019. Le co-living, ça fait une dizaine d'années que ça boom en France et en Europe, et ça a été en priorité développé pour des jeunes actifs, et ça s'est petit à petit élargi à d'autres populations, notamment les étudiants, les étudiantes, de plus en plus les seniors. Et en fait, moi, j'avais pas mal regardé au début le co-living pour seniors, donc fin 2020, quand je savais que voilà, je préparais le next step post-règles élémentaires. J'ai commencé à benchmarker ce qui se passait, et donc sur les seniors, je me suis rendu compte, qu'il y avait beaucoup d'acteurs et d'actrices déjà engagés, 2, que c'était pas forcément la population la plus évidente avec laquelle travailler en pleine pandémie de Covid, et 3, est apparu gros comme une maison, la problématique des familles monoparentales, donc une population en pleine croissance qui a des besoins extrêmement spécifiques, absolument pas adressés par le marché. Et en tirant le fil, je me suis rendu compte que c'était le facteur numéro 1 d'appauvrissement en France et en Europe, que les familles monoparentales, 1 an après la rupture, perdent en moyenne 30% de leur niveau de vie, et qu'en fait, la pierre angulaire de tout ça, c'était les difficultés, voire l'impossibilité de se reloger. Et donc, c'est devenu une évidence pour moi que le co-living pouvait solutionner tout ça. Et ça représente, je crois, 25% des Français. Ouais, donc c'est quand même un quart de la population. En fait, c'est un quart des familles en France, ont des enfants, ouais. Un tiers des familles à Paris, et certaines estimations prévoient en fait la moitié des familles d'ici 2040 qui seraient monoparentales. Donc ouais, c'est un phénomène en pleine expansion en France, mais à l'étranger aussi. Et en fait, en creusant surtout, je me suis dit voilà, qu'il fallait répondre à tout, à toutes ces problématiques. Et surtout, j'ai découvert avec étonnement et stupéfaction que ça n'existait pas encore. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution de co-living pour familles monoparentales. En tout cas, pas de solution de co-living 3.0 comme tu le définissais. Il y a des solutions associatives, il y a quelques solutions aussi publiques via des foyers d'hébergement ou centres d'hébergement d'urgence, mais c'est pas du tout l'expérience qu'on espère proposer chez Commune. Du coup, ton expérience, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Parce que c'est vraiment, on va essayer de replacer les choses dans leur contexte. On imagine un immeuble, tout à fait, dans lequel en fait plein de familles monoparentales vivent. Et ont accès en fait à des services commodities, mutualisés. Des services mutualisés type crèche, espace partagé, je sais pas moi, cuisine, bureau, tout un tas de choses, mais également et c'est là où intervient le 3.0, c'est qu'il y a une application. Tout à fait. Mais je vais te laisser en parler un peu mieux que moi quand même. Ça marche. Donc oui, l'idée de Commune, c'est en effet un immeuble entier dans lequel va y avoir des espaces de vie individuels. Donc ce sont des unités d'habitation avec vraiment une chambre pour les enfants, une chambre pour le parent et une salle de bain privative et une kitchenette individuelle. Ensuite, il y a des espaces partagés. Donc, à minima, chez Commune, il y aura donc une salle de jeu polyvalente, une cuisine commune tout équipée, donc avec des chaises hautes, des chauffe-biberons, des baby-cooks, etc. Et une buanderie partagée. Ça, c'est vraiment le minimum. Aujourd'hui, les biens qu'on a en ligne de mire ont également rooftop, cour, parfois jardin, salle de cinéma. Voilà, on peut décliner à l'infini.
Et en plus de ça, et c'est quelque chose qui est très fort pour les populations qu'on vise, c'est qu'on rajoute une couche de services non négligeable. Et c'est pas juste des nice to have, c'est vraiment des choses essentielles pour les parents solos et leurs enfants. Donc au premier lieu du babysitting, mais aussi des activités extrascolaires, des cours de sport sur place, mais aussi de la préparation de repas. On propose également des solutions de garde-meubles. Enfin, voilà. Là aussi, on peut imaginer déployer un catalogue assez infini selon les résidences et leur taille aussi à l'avenir. Et voilà à peu près comment ça marche chez Commune. Et comme tu le disais, donc il y a une app pour organiser aussi la vie des résidentes et des résidents. Donc entre eux, organiser des événements, etc. Apprendre à mieux se connaître, mais aussi pour mieux communiquer avec l'équipe de Commune et voilà qu'on fluidifie tout ça au maximum. Alors ça c'est le rêve, enfin on va dire c'est l'objectif. Tout à fait. Mais je ne t'aurais pas fait venir dans mon podcast, Tara, si tu n'avais pas la tête sur les épaules et les pieds ancrés au sol. Parce que quand on parle de ce projet qui fait rêver, je pense, quand on en parle, voilà, je m'imagine une maman célibataire avec un bébé, voilà, tu lui proposes ça, elle te dit direct, bah oui. Mais déjà, alors, d'un point de vue client, ou d'un point de vue, oui, client, on va dire ça comme ça, ou cible, combien ça pourrait coûter? Tu vois, je pense que la première question qu'on se pose, c'est OK, top, mais c'est pour qui, comment et combien? C'est une très bonne question. Donc aujourd'hui, on prévoit une offre de base, un package global de base pour un parent, un enfant. Donc on parle là de Paris intramuros. Et en fait, là-dedans, il y aura évidemment le logement, mais donc toutes les charges comprises. Donc au-delà de l'eau, de l'électricité, du gaz, également Internet, également les abonnements un peu sympas type Netflix et Spotify. Et on prévoit aussi d'inclure dans ce package de l'aide juridique et du soutien scolaire. De l'aide juridique parce qu'on se rend compte que les familles monoparentales renoncent bien trop souvent à leurs droits. Et du soutien scolaire. Oui. Bah, du coup, sur les familles monoparentales, c'est 81% de femmes, d'après le dernier rapport de l'INSEE publié en septembre 2020. Du coup, de l'aide juridique d'un côté, du soutien scolaire, parce qu'on observe aussi que les enfants qui grandissent dans des foyers monoparentaux sont 1,5 à 2 fois plus à risque de difficultés scolaires, de troubles du comportement, etc. Et après, il y aura donc des services à la carte, type donc babysitting, comme on le disait, cours de sport, préparation de repas, activités extrascolaires, etc., etc. Et nous, en fait, ce qui était très important pour nous, c'était de faire des économies aux gens, parce que comme on l'a vu, c'est le facteur numéro 1 d'appauvrissement aujourd'hui. Et donc sur la partie logement et le package de base, c'est environ 20% d'économie par rapport à ce qui existe sur le marché aujourd'hui, pour se loger en tout cas, et payer ses charges, etc. Et si on prend en gros le panier global avec un certain nombre de services, on est pratiquement sur des économies de 30%. Donc normalement, l'équation économique fonctionne et on endigue cette perte de niveau de vie. Mais alors du coup, le versant pour vous, pour votre business model, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Parce que comme ça, encore une fois, ça fait rêver, mais voilà, enfin, il s'agit quand même d'un immeuble. Comment tu penses les choses? Alors là, pour le coup, on est sur le même modèle que les autres acteurs de co-living. Donc en fait, nous, on va louer des immeubles. Donc on est en train de mettre en place un certain nombre de partenariats stratégiques avec des acteurs qui peuvent porter les biens pour nous. Mais du coup, donc nous, on loue l'immeuble, on s'engage sur du long terme et notre business model, il est très simple, c'est un premium sur le loyer. Il y a une différence entre le loyer de gros que nous on va payer aux propriétaires des lieux et les loyers individuels qu'on va recevoir. Et ensuite, il y a également des revenus qui proviennent des services additionnels. Et là encore une fois, fonctionnement de marketplace où en fait nous on a des service fees, enfin une commission sur les services qu'on propose.
Est-ce que tu peux nous parler, j'aime beaucoup, c'est toujours intéressant de voir des entrepreneurs à différents stades de leur vie entrepreneuriale, tu vois, enfin, tu le sais, t'as entendu certains épisodes, mais moi j'aime bien savoir ce qui se passe quand on est en train de créer une boîte, quand on est en train de la développer, quand on a vraiment les mains dans le cambouis. Là je sais que bon, sauf si tu veux pas en parler, y a pas de sujet, mais on coupera, mais en termes de levée de fonds, est-ce que tu peux nous parler un peu plus du processus actuel, de là où vous en êtes réellement ? Oui, avec grand plaisir, parce que là, on vous a mis des étoiles plein les yeux en vous parlant de Commune, mais donc Commune, pour l'instant, est vraiment au stade de pré-lancement. Donc, mon associé Ruben et moi, on est full-time sur le projet depuis le mois d'octobre, et du coup, voilà, on a commencé la prospection immobilière fin d'année dernière, et notre levée de fonds également. Donc là, enfin, je sais pas quand le podcast sortira, mais on est en période de levée de fonds. On est en plein les mains dans le cambouis avec des journées très très longues et 1000 sujets à traiter à la fois. Et bah pour répondre à ta question, c'est difficile. Hein, c'est difficile, surtout parce que, comme nous l'a dit un invest qui finalement ne nous a pas suivis, c'est qu'on a la difficulté des pionniers et des pionnières. Commune et ce projet de co-living pour familles monoparentales, c'est le premier au monde. Ça n'existe nulle part ailleurs. Et en fait, on se rend compte que pour financer de la pure innovation, et en l'occurrence de l'innovation sociale et sociétale et pas juste une appli SaaS B2B, hein, c'est difficile et les gens sont frileux. Voilà. Après, c'est très galvanisant aussi parce que il y a des inconnus qui nous voient une fois, qui nous entendent pitcher et qui ensuite s'engagent à signer. Hi, I'm a developer. And I'm from IT operations. Old tools and processes used to keep us siloed. Then we switched to Jira Service Management from Atlassian. Now we can respond to requests faster, manage change, and have better visibility into our work. Yeah, thanks to Jira Service Management, we now have more free time. So we started a band. A heavy metal band. With Jira Service Management powering service delivery, we have more time to rock. Amp up your service delivery. Learn more at Atlassian.com/Jira Service Management. Échec de montant assez exceptionnel. Donc il y a les deux côtés. Mais voilà, c'est difficile, c'est intense, c'est galvanisant, c'est excitant et c'est génial. Et pour rien au monde, mon associé et moi ne ferions autre chose, même si on dort plus beaucoup. Bien sûr. Mais justement, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ces détails qui, je pense, restent relativement obscurs finalement pour plein de gens? Comment on lève des fonds? Tu vois, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est? Moi, j'aime bien poser cette question, c'est-à-dire sans révéler des secrets de guerre. Je te force encore une fois pas à dire des choses que t'as pas envie de dire. Mais voilà, souvent, moi, j'ai des jeunes entrepreneurs autour de moi qui me disent mais attends, je connais personne, je sais pas comment faire, dans quel sens aller. Les premières étapes d'une levée de fonds, c'est quoi? Alors, c'est une très bonne question et on apprend en marchant. Ouais. Mais ce qu'on observe, enfin, ce que je savais déjà, hein, mais qu'on vit de plein fouet, c'est que c'est très inégalitaire. Hein. C'est avant tout une question de réseau et des gens que vous connaissez et des gens qui peuvent vous aider, des gens qui ont le temps et l'envie de vous accompagner. Faut avoir le réseau, faut avoir le capital social, faut avoir l'énergie et la motivation de démarcher ces gens, etc. De plus en plus, il y a des initiatives pour démocratiser tout ça et je salue le Fighters Programme de Station F qui vise justement à démocratiser l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat aujourd'hui n'est pas accessible à tout le monde. Il y a aussi un point très clair et qu'on oublie souvent, c'est que les entrepreneurs et les entrepreneuses ne se payent pas et souvent pendant de longs mois et voilà. Donc après nous sommes en France et il y a des dispositifs extraordinaires qui existent et notamment voilà le soutien de Pôle emploi à des personnes qui ont travaillé en France auparavant si elles ont quitté leur boîte en rupture conventionnelle ou voilà si elles sont au chômage. Donc il existe
existe des choses, mais fondamentalement, faut être capable de tenir sans se payer, de connaître les bonnes personnes, voilà. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, on se rend compte aussi que côté invest, c'est aussi une chasse gardée. Aujourd'hui, c'est encore malheureusement trop un gentleman's club. Alors justement, je voulais t'en parler. En fait, c'était le deuxième volet de ma question, c'est les biais cognitifs, qui sont autant du côté investisseur que du côté entrepreneuse. Tu es une femme qui entreprend, qui lève de l'argent. Est-ce que tu as ressenti des difficultés à ce niveau-là ou pas ? Alors, moi, non. Je connais d'autres personnes qui en ont expérimenté plein. En revanche, ce que j'observe, c'est que, 90% des invests qui nous ont été présentés sont des hommes trentenaires qui ont bossé dans la tech. Et globalement, c'est génial que ces personnes existent et elles ont complètement alimenté et développé le monde du venture capital en France. Mais ce qui est problématique, c'est qu'il n'y ait pas d'autres profils parce qu'en fait, on a tendance à naturellement se rapprocher de ce qu'on connaît. Ce qu'on connaît, c'est eux, mais aussi ce CEX. Voilà. Il y a aussi une logique de réseau. On le voit beaucoup. Aujourd'hui, il y a beaucoup de deals qui se closent sur des boucles WhatsApp, etc. Et donc, en fait, il y a une endogamie qui est assez effrayante, notamment d'un point de vue innovation. Donc, c'est vrai que là aussi, il y a des chouettes initiatives que je salue et avec lesquels j'ai eu l'opportunité de travailler et d'échanger. Donc il y a Sista, il y a Leia Capital qui s'est monté, etc. Mais c'est vrai que aujourd'hui encore, le VC est encore trop un gentleman's club et il est temps, encore une fois, de démocratiser aussi l'accès à l'investissement. Ce qui est ton cas. C'est ton cas. Aujourd'hui, on peut dire que toi aussi, tu te tournes vers des femmes investisseuses. Tout à fait. Aujourd'hui, on a fait, mon associé et moi, c'était prio dans notre démarche et d'ailleurs, c'est pas la stratégie la plus rapide, clairement, parce que, pour être tout à fait transparente, on avait mis un ticket d'entrée à un certain montant. À ce montant-là, on avait que des hommes qui étaient capables de le mettre. Donc finalement, on l'a divisé par 2. On a même prévu un autre dispositif qui est assez rare en France, qui est la possibilité pour des personnes, des primo-invest, des gens qui n'ont jamais investi en VC, de se syndiquer. Donc, on a permis à des gens à partir de 5 000 € de pouvoir mettre dans commune, à condition d'accepter d'être représenté par une seule et même personne qui a également mis ce montant-là. Donc on essaye d'avoir un maximum de personnes et les plus représentatives de notre société aujourd'hui. Et je suis assez fière de dire, donc on n'a pas tout à fait closé encore, donc on verra ce que ça donnera. Mais à date, on a 60% de femmes BA, on a on a 6 nationalités représentées. On a beaucoup de primo-invest, donc c'est chouette. D'autant que la vocation est quand même pas uniquement franco-française pour Commune. Toi, t'as envie quand même de t'étendre. On n'en a pas vraiment parlé, mais c'est pas. Le but, c'est aussi d'aller en Europe et un peu plus loin, non ? Clairement, la problématique qu'on adresse est mondiale. Comme je disais, Commune est une première mondiale. Nulle part ailleurs, il y a de co-living pour familles monoparentales. Donc, encore une fois, ça fait 15 mois qu'on est sur le sujet en sous-marin ou de manière officielle. Mais si des personnes te contactent en disant qu'il y a des contre-exemples, je serais très preneuse parce que on a pas mal d'invests qui sont frileux, encore une fois, comme je disais, parce que première mondiale. Et du coup, oui, l'idée, c'est très vite d'aller à l'international. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis associée à Ruben. Mon associé est néerlandais. Et très vite, oui, on ira... sans doute au Benelux, Europe du Nord, Europe du Sud, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Et donc, c'était aussi essentiel pour nous d'avoir des invests étrangers au capital. Est-ce que tu veux nous dire autre chose sur ce beau projet ? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? C'est une question que je t'aurais peut-être pas posée.
Je pense que ce qui est important, c'est peut-être de souligner aussi notre mission. Ouais. Aujourd'hui, la mission de Commune, c'est de bâtir des opportunités en reconstruisant le lien social. On a vraiment la conviction intime et profonde que it takes a village to raise a child, et que aujourd'hui, dans nos modes de vie très intense, avec différents modèles de parentalité, avec des moments de vie aussi plus fractionnés et une augmentation de la monoparentalité. C'est vraiment essentiel pour nous de pouvoir créer des îlots de bienveillance, d'entraide, de solidarité, afin que tout le monde puisse avoir les mêmes opportunités. Parce que aujourd'hui, encore une fois, la monoparentalité est un frein et un obstacle dans la poursuite de carrière, dans des opportunités aussi scolaires pour les enfants, etc., qui ont plus de difficultés. Donc, on a vraiment pour ambition de faire en sorte que, grâce à des lieux comme Commune, tout le monde ait la même, une réelle égalité des chances. Et c'est ça, sûr. D'ailleurs, on va sortir un tout petit peu de ton sujet de Commune, mais j'aimerais bien avoir ton regard, parce que finalement, ça fait assez longtemps que tu es investi dans une cause, on va dire, féministe ou humaniste. Moi, je préfère le terme humaniste à féministe. Je suis assez d'accord. Est-ce que tu peux nous donner ton point de vue sur l'évolution, l'égalité homme-femme? Je sais que la question est suffisamment hyper large, mais voilà, je sais qu'on en parlait beaucoup finalement avant le confinement. Enfin, moi, en tout cas, je sais pas si c'est ton sentiment, mais j'ai eu l'impression que les choses avaient été mises un peu de côté. Tu vois, après la crise Covid, je sais pas, j'ai eu l'impression que ça a effacé plein de choses qui étaient quand même assez acquises. Et je sais pas si je suis la seule à ressentir ça. Non, les études te donnent raison. Il y a eu, selon l'ONU, un recul en termes d'égalité. Il y a eu un recul de 20 à 30 ans, et typiquement, ça s'est vu. Les confinements, fermeture des écoles, dans l'immense majorité des cas, ce sont les mamans qui se sont retrouvées à faire l'école à la maison. Ce sont les mamans qui sont passées au chômage partiel ou qui ont quitté leur job. Enfin, oui, ça a été dramatique d'un point de vue droit des femmes, cette crise. Après, moi, ma vision, je suis optimiste par nature, et c'est vrai que une aventure comme celle de Règles élémentaires me donne beaucoup d'espoir, puisque j'ai lancé l'initiative en 2015 et en 2020, il y avait 5 millions d'euros débloqués sur la table. Emmanuel Macron qui en parlait en prime time sur Brut. Enfin, on est passé de « je prêche dans le désert » et personne ne connaît l'existence même de l'expression précarité menstruelle à le président de la République en parle en direct et il y a des budgets de base débloqués. Donc en fait, c'est mine de rien une fabuleuse comme quoi ça peut bouger. Les choses peuvent bouger et pareil depuis la genèse de Commune, depuis que l'idée a germé, il y a eu déjà beaucoup d'avancées. On est en période électorale. Le sujet de la monoparentalité émerge. Il y a eu tout un rapport de l'INSEE fin d'année dernière qui est sorti, qui a aussi remis l'accent là-dessus en disant c'est un phénomène de société et il faut s'en emparer. Donc il y a quand même des choses. Après, les choses ne bougent pas s'il n'y a pas des personnes pour les faire bouger. Et du coup, c'est important de casser les codes et surtout de ne pas se dire c'est pas parce que ça n'a jamais été fait que ça ne se fera jamais. Et c'est aussi un message que j'ai envie de faire passer à toutes celles et ceux qui nous écoutent, c'est qu'on n'a jamais rien à perdre à essayer et toujours tout à gagner. Est-ce que tu as des modèles d'inspiration autour de toi? Toi qui as beaucoup voyagé, qui connais quand même, je trouve que tu as une culture internationale assez incroyable. Est-ce que tu as des pays dans lesquels tu as le sentiment qu'il y a une égalité un peu plus marquée qu'en France? Oui, beaucoup. J'ai des cousins qui vivent en Suède et je vais rentrer dans le cliché des pays nordiques, mais c'est vrai que dans les pays nordiques, c'est quand même
bien plus avancée. T'as un associé homme hollandais, hein, on le précise. Exactement. Et d'ailleurs, j'insiste dessus parce que ma quête d'associé a duré 5 mois. Et j'ai vraiment eu un coup de foudre professionnel avec Ruben. Non, j'avais pas, Enfin voilà, les critères pour moi, c'était je voulais quelqu'un qui ait de l'expertise dans l'hôtellerie et l'hospitalité, quelqu'un qui avait un mindset international et quelqu'un qui était dans le même stade de sa vie que moi. Mais après, j'avais pas de prérequis homme-femme, ni même de nationalité. Mais c'est vrai qu'en fait, pour lui, enfin c'était une évidence tout de suite. Là où j'ai parlé à d'autres hommes de d'autres nationalités qui disaient en gros, c'est trop restrictif. En fait, tu vas faire du co-living pour mères célibataires. Et j'étais, mais non, pas du tout. C'est pour parents solos. C'est vraiment un phénomène de société. C'est vrai que la vision, quand on parle de ce projet, souvent des personnes, moi, j'en ai pas tant parlé que ça autour de moi, mais c'est vrai que la première des réactions, c'est de dire, attends, ça va être une maison de femmes, quoi. Ouais. Et voilà. Et Ruben n'a pas du tout eu cette réaction. Et du coup, ça, c'est peut-être cliché, mais pays nordiques, les Pays-Bas, etc. C'est vrai que je pense qu'il y a une autre vision de l'égalité où il y a des sujets chez nous qui sont des non-sujets là-bas. Et après, peut-être un pays détonnant et qu'on entend rarement mentionner pour ça. Mais donc j'ai eu la chance de vivre en Russie en 2013-2014. C'était pas le même contexte qu'aujourd'hui, clairement, mais c'est vrai que c'est un pays, de par son histoire, c'est un pays qui a eu des tsarines, c'est un pays qui a vécu le communisme. Et en fait, je veux dire, évidemment, le communisme a plein de problématiques, mais il y avait un point positif, c'était que l'égalité entre les hommes et les femmes, et tout le monde fait les mêmes boulots, tâches, etc. Et donc aujourd'hui, on voit en Russie, pas de sujet, beaucoup moins de sujets de harcèlement, beaucoup moins de remise en cause de femmes nommées à des hauts postes. La directrice de la Banque centrale russe est une femme depuis des décennies. Après, il y a eu un autre phénomène qui est que, suite à la guerre, il y a eu un déficit démographique où il y a eu beaucoup moins d'hommes que de femmes dans le pays, et donc ça a recréé des inégalités et des tensions d'un autre ordre. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de modèles d'inspiration aussi de ce côté-là. Est-ce que tu as un dicton préféré, Tara? Ça fait très interview question-réponse, mais je pose régulièrement cette question quand j'ai des entrepreneurs entrepreneuses face à moi. Très bien. Tu peux en avoir plusieurs aussi. J'en ai plusieurs, mais celui que j'aime beaucoup, c'est la maxime d'Oscar Wilde qui dit visez la lune, au pire vous atterrez dans les étoiles. Ça, je l'aime beaucoup, et elle résonne particulièrement chez moi parce que c'était des professeurs qui me l'avaient dite en entretien quand je postulais dans des universités anglaises, donc j'avais trouvé ça très fort. Après, c'est pas un dicton, mais c'est plus un principe de vie, ce que je disais tout à l'heure de il y a absolument rien à perdre à essayer et toujours tout à gagner. Et je dis souvent ça quand je rencontre des étudiantes, des étudiants, des personnes plus jeunes que moi, qui me demandent des conseils, parce que même dans contacter des gens avec des cold emails et des personnes qu'on connaît ni d'Ave ni d'Adam, au pire elles continueront de ne pas vous connaître, et au mieux il y a peut-être des belles rencontres à la clé. Donc ça, c'est très important pour moi aussi. Et la dernière, c'est peut-être celle de Churchill qui dit que le succès, c'est d'aller d'échec en échec avec enthousiasme. Je pense que c'est une réalité, et moi je le vois, et c'est des discussions que j'ai aussi avec mes proches. J'ai fait beaucoup de choses, certaines qui ont très bien marché, d'autres moins, mais on voit toujours le côté glamour et les paillettes et la médiatisation, et on voit pas forcément tout le travail et tous les échecs qui peuvent être nécessaires pour aboutir à des succès. Donc ça me semble très T'as le sentiment d'avoir vécu un échec dans ta vie? J'en ai vécu énormément. Ah bon? Ah ouais, vraiment. J'ai eu 8 au bac de français.
Non, mais oui, beaucoup. Enfin, des jobs que j'ai pas eu, que je voulais, des universités dans lesquelles je suis pas rentrée, où je voulais aller. Oui, enfin vraiment, j'avais même fait quand j'étais plus jeune une liste de mes échecs et ma meilleure amie à l'époque m'avait dit bon Tara, c'est pas très porteur de faire ça et voilà, mais oui, j'ai connu beaucoup d'échecs. Est-ce que, toujours pareil, j'ai les mêmes questions en fin d'interview, c'est est-ce que tu aurais un coup de cœur récent, un coup de gueule qui est pas forcément récent, et quelle est ta vision de la France? Alors le coup de cœur, ça peut être une pièce de théâtre, un livre, une série, même si je pense que t'as pas vraiment le temps de regarder des séries en ce moment. Ça peut être pour ta boîte, pour une rencontre, peu importe. Voilà. Et il y a souvent des gens qui lisent les 3 questions, je ne sais pas pourquoi, mais bon, je te laisse complètement libre là-dessus. Alors moi, en coup de cœur récent, j'ai envie d'en partager 2 qui n'ont rien à voir, mais ce qui me réjouit, c'est vraiment la mobilisation citoyenne de plus en plus précoce de personnes de plus en plus jeunes. Donc on l'a vu avec des Greta Thunberg, des grèves d'écoliers, d'écolières pour le climat, etc. Et je trouve que c'est essentiel de ressentir sa responsabilité individuelle dès le plus jeune âge et les générations plus jeunes me réjouissent dans ce sens. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui me donne de l'espoir. Ensuite, un coup de cœur, c'était l'un de mes cadeaux d'anniversaire. Et moi, je suis une fan de récits d'aventure et de récits de voyage, une grande lectrice de Kessel. Et en fait, pour mon anniversaire, j'ai reçu Les Fabuleuses Aventures de Nelly Bly, qui est en fait l'une des toutes premières journalistes d'investigation. Et du coup, qui a précédé et ouvert la voie à des Kessel, justement. Je savais même pas que... donc c'est vraiment absolument extraordinaire comme récit. Elle s'est fait interner pour dénoncer les conditions d'internement à New York. Elle a fait le tour du monde en 72 jours. Elle s'est engagée au front en tant qu'ambulancière pendant la Première Guerre mondiale. Enfin, c'est vraiment un personnage haut en couleur. Coup de gueule, beaucoup, surtout en ce vendredi 18 février, jour de grève. C'est vrai que je trouve que la négativité et le pessimisme qui règnent en France, ça m'insupporte. Ça m'insupporte. Et là-dessus, j'aime beaucoup ce qu'a dit Sylvain Tesson, qui est les Français sont un peuple qui vivent dans un paradis et qui se croient en enfer. Voilà, je trouve qu'on a quand même des opportunités et un système social assez extraordinaire en France, des valeurs démocratiques, même si elles sont mises à mal dans cette présidentielle, mais voilà, assez extraordinaire et on se plaint beaucoup trop à mon goût. Et ça, c'est clairement le privilège d'avoir vécu à l'étranger et de se rendre compte que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Voilà, et ma vision de la France pour 2022, c'était ça, la question. Même pas pour 2022, tu vois, c'est ta vision tout court. Voilà, du coup, ma vision de la France, je pense que c'est une terre d'opportunités, avec un réel soutien à l'innovation, une qualité de vie assez incroyable, mais je pense que nous sommes des enfants gâtés, et que malheureusement, on ne s'en rend pas suffisamment compte, et à force de taper dessus, on va la casser, et du coup ça m'inquiète un petit peu. Voilà. Tara, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Tu peux me souhaiter de bel et bien ouvrir la première commune d'ici la fin de l'année, comme on l'espère de tout cœur. Je te le souhaite de tout cœur, et puis tu me donneras des nouvelles et éventuellement tu reviendras quand tu veux dans le podcast pour en parler. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Tara. Merci, à bientôt. à toi. Bye bye. Voilà les amis, c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast, Réel Podcast.
Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode. Hey there, listener. I'm Trace from Acast. Do you want to start your own podcast? Or maybe you've already picked up the mic. At Acast, we make podcasting easy with a platform that has everything you need to succeed. Grow faster on Acast. Be heard by millions of listeners everywhere and access the best tools and insights so you get to know your audience inside out and supercharge your growth. Make more money on Acast. Get paid to podcast by introducing ads, sponsorships, and subscriptions with exclusive benefits for paying fans. And you get to do it all on your own terms. Find listeners everywhere on Acast. Get your show onto every podcast app at the click of a button. Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and everywhere else people are listening. We've got it all covered. 40,000 podcasters are already making podcasts on Acast. Join us today. Head to acast.com and use the code JOIN for 3 months of our influencer plan for free. Acast. For the stories.